Fred Savard avec vous pour un 29e épisode. Très heureux de vous présenter cet épisode-là parce que ça fait longtemps que j'y pense. Depuis que je sais que le livre dont il sera question se prépare, donc il y a plusieurs mois, c'est le livre Santé Inc. 5 mythes et faillites du système de santé d'Anne Plourde, de la chercheure Anne Plourde. C'est paru chez Éco-Société il y a quelques semaines. De toute façon, vous allez voir, on présente tout ça en début d'épisode. Donc, c'est une grande discussion que je vous propose de près de 90 minutes sur le système de santé à partir, donc, des observations de la chercheure Anne Plourde et d'André Bilodeau, qui sera aussi dans la discussion. André Bilodeau, que j'ai rencontré virtuellement sur Twitter, qui s'est déplacé pour venir participer à la discussion, qui est un médecin de famille, qui est un professeur, qui est un consultant pour divers, qui a été consultant pour plusieurs systèmes de santé dans plusieurs pays. Donc, ça ajoute vraiment une densité à la réflexion sur ce système de santé. Vraiment, je suis très content de cet épisode-là, puis je suis content qu'il se soit matérialisé. C'est ce que je vous offre, donc je ne m'arrête ici, j'irai pas plus loin parce que c'est quand même près de 90 minutes. C'est assez costaud, mais pas trop en même temps, et ça nous concerne tous, bien sûr, parce qu'on parle de santé. On parle du système qui, parfois, on y a accès, des fois non, et on va essayer de comprendre pourquoi, et d'aller même plus loin. Alors voilà, on se retrouve à la toute fin. Je vous souhaite un très bon épisode. J'accueille, en fait, je salue Anne Plourde, bonjour. Bonjour. Vous avez publié il y a quelques mois Santé, quelques semaines, on pourrait dire. Oui, quelques semaines. Oui. Santé Inc. Mythes et faillites du privé en santé chez Éco-Société. Parlez-nous de vous un peu, Anne Plourde. C'est votre deuxième livre. Oui, c'est mon second livre. Moi, je suis chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Ouais. Je travaille sur des enjeux de santé depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. J'ai une formation de politicologue, donc j'aborde le système de santé pas de l'intérieur, mais vraiment dans une perspective globale, sociale, historique également. J'ai fait ma thèse de doctorat sur l'histoire du système de santé québécois. Ouais. Plus spécifiquement à travers l'histoire du modèle des CLSC, donc les centres locaux de services communautaires. Et ça, c'était en fait l'objet de mon premier livre. Là, le capitalisme, c'est mauvais pour la santé? Exactement, que j'ai publié en 2021. Ouais. André Bilodeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la partie dans l'intérieur de la bête. Oui, depuis longtemps. On s'est découvert, je vous ai découvert sur Twitter. Oui. Twitter, ça a beaucoup changé. C'est encore un endroit où on peut découvrir des gens intéressants. Et j'aimais beaucoup ce que vous tweetiez sur le système de santé ici et ailleurs. Oui, en fait, moi, je suis médecin de famille de formation, donc, et puis même, j'ai commencé à travailler dans le système de santé bien avant, parce que pendant que j'étais étudiant au cégep, j'étais PAB, préposé aux bénéficiaires, dans un hôpital de Québec, et puis que j'ai continué à faire pendant que je faisais mes études en médecine au début des années 80, 1980, 1983, 4. Après ça, j'ai pratiqué comme médecin, mais presque immédiatement, j'ai été aussi comme professeur à l'Université Laval pendant 20 ans où j'ai fait toutes sortes de choses, mais en même temps que j'étais médecin dans une unité d'enseignement de médecine familiale, j'étais aussi directeur de programme par la suite. Donc, j'ai passé une partie de ma vie dans le milieu universitaire. Puis en même temps, j'étais directeur de l'enseignement de ce qui était aujourd'hui le CIUS de la capitale nationale. Ouais. Je suis directeur de l'enseignement. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le système, autant au niveau des soins immédiats que dans l'organisation et la gestion du système. Puis après ça, vous avez été consultant, vous êtes promené, là. Oui, c'est ça. En fait, j'ai travaillé de 2003 à 2006. J'ai été consultant auprès du ministère de la Santé de la France sur un projet, sur une intention d'implanter la collaboration interprofessionnelle en France, qui était tout un défi qui est encore toujours un projet. Donc, nos interventions n'ont pas été très, très efficaces, finalement, peut-être. Mais j'ai travaillé aussi donc en Italie. Puis, je travaille pour un autre organisme qui s'appelle Agrément Canada, qui évalue les systèmes de santé, la qualité des systèmes de santé au Québec, au Canada, mais également à l'international, donc en Belgique, en Italie, le Maroc. Et je suis depuis le 1er janvier 2020 à l'Université McGill, où est-ce que j'enseigne. Ah, c'est nouveau à McGill. Je pensais que vous étiez prof à McGill avant. Non, j'étais professeur à l'Université Laval 20 ans, professeur à l'Université d'Ottawa 14 ans et depuis 4 ans à McGill. OK, bon. Alors, on est ici pour parler de votre livre,
Santé Inc., 5 mythes et faillites du système de santé. On l'a dit tantôt, le premier, c'est votre thèse de doctorat. Est-ce qu'il y a quelque chose de, je dirais pas obsessionnel, mais par rapport au privé, entre autres, en santé, et ça vient vous chercher, là, parce que ce livre-là, c'est exclusivement là-dessus. Oui. Puis il y a des bonnes raisons, là, je pense, de s'attarder à ce sujet-là Ouais. dans le contexte actuel. On est face à, évidemment, un gouvernement qui privatise les services de manière plus décomplexée que jamais, je dirais. Ça, c'est vrai, ça? Ben, Plus que les années c'est-à-dire libérales. au niveau du discours, ouais. c'est là qu'on voit une différence, j'ai l'impression. On assume vraiment le recours au privé, puis on présente vraiment Ouais. le privé comme une solution. On verra, là, en bout de ligne, on pourra faire des bilans puis voir si la privatisation réelle Ouais. a été plus grande sous ce gouvernement-là que sous les précédents. Mais ce qui est clair, c'est que il y a ça et il y a le fait aussi que il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à travailler sur le système de santé, il suffisait de dire on privatise pour que la population s'inquiète. C'est ça, pour que les gens se disent il y a un problème, c'est dangereux, il y a des problèmes de qualité des services, d'accès aux services qui viennent avec ça. Mais aujourd'hui, c'est plus aussi vrai. On le voit dans les sondages, la population est plus ouverte que jamais à la privatisation des services. Parce que notre système public de santé est en crise. Les gens sont à la recherche de solutions, évidemment. Est-ce qu'il est en crise vraiment ou il y a une perception un peu tronquée, un habile mélange de lobby? On le sait, il y a des compagnies d'assurance qui veulent que le privé soit plus présent. Il y a eu même des empires médiatiques possédés. Mettons je vais dire un mot comme ça, l'Empire des Marais, entre autres, qui vend de l'assurance, qui avait un journal qui a toujours été favorable à la privatisation du réseau de la santé. Mais est-ce que le système actuel, au-delà de ce qu'on peut en lire, est réellement en crise? Majeure. Je dirais qu'il y a une véritable crise de l'accès aux services. Bon. Il y a au niveau de la qualité des services. Oui, je veux dire, puis toutes les données convergent pour aller vers ça. Puis il suffit d'ouvrir les journaux pour le voir. Là, les listes d'attente dans à peu près tous les secteurs, puis même dans des secteurs prioritaires, là, je veux dire, la protection de la jeunesse, les services à domicile, l'hébergement, les urgences. On est même rendu qu'on ferme des urgences d'hôpitaux parfois. Il y a une crise d'accès aux services qui est très claire. Une fois qu'on a accès aux services, en général, ce qu'on a tendance à considérer, c'est que ça va bien une fois qu'on est entré dans le système, mais il y a un vrai problème d'accès aux services. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'on peut véritablement parler d'une crise, puis elle est vécue au quotidien par la population qui tente d'accéder à des services. En fait, mon point, puis André, vous voulez parler, mais mon point, c'est que j'ai l'impression que ça fait depuis toujours, en fait, qu'il y a un discours sur le système public en crise. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pire qu'avant ou là, on assiste à vraiment une entrée du privé qui concorde avec un discours médiatique et un discours social, André Bilodeau? En fait, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a une partie qui est réelle. OK? Il y a une partie qui est réelle, puis je suis d'accord sur les difficultés d'accès, mais j'irai plus loin. Il y a aussi une difficulté au niveau de la qualité. Il y a une difficulté aussi qu'on aborde peu, mais sur les coûts prohibitifs que notre système de santé engendre par lui-même. Au fond, pour chaque dollar qu'on investit ici en santé, nos comparateurs donnent plus de services avec une meilleure qualité que ce que nous, on arrive à donner. Alors, je pense que ça, il y a une partie qui est vraie. Attendez, nos comparateurs et ce qu'on arrive à donner, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je vais donner un exemple. Il y a l'ICIS, l'Institut canadien d'information en santé, a un concept qui vient de l'OMS, qui est le coût d'une hospitalisation standard. Prenons une pneumonie chez une femme de 45 ans, c'est une hospitalisation standard. Nos coûts sont 33% plus élevés que ce que l'Ontario a comme coût. On dépense plus que 8 400 $, puis l'Ontario, 6 200. Puis quand on fait le tour dans le monde... Ça inclut la masse salariale, ça inclut l'ensemble de tous les coûts. Alors, donc, on a aussi... alors, les choses se faisant... Partout d'ailleurs en Occident, on est devant un problème des systèmes de santé. Partout, les systèmes se disent chacun exsangue. Si vous lisez, encore récemment, il y avait des articles aux Pays-Bas qui parlaient de la capacité d'accès au système de santé parce qu'ils ont, ils ont eu depuis toujours un genre de ticket modérateur, ce qui est une coassurance en fait. Mais leur degré... Ça semble être une crise, mais leur degré d'accès, vous savez, ils couvrent, les études montrent que les
les besoins de santé non couverts, ici, sont à peu près de 12 à 13 sont à 1 aux Pays-Bas. Bon. Mais ils sont dans une crise. Alors, il y a une perception, en fait. Alors, je pense que c'est ça. L'idée, il y a une réalité qui est difficile, qui est vraie, puis qui est mesurable, comme vous le dites. Mais il y a aussi une question de la construction du discours sur le système de santé et avec comment je dirais ça, la manière d'engager des solutions qui peut-être font pire que la situation antérieure. Et ça, nonobstant d'ailleurs la question du recours au privé ou non, je crois. Là, Anne-Claude, on va revenir à votre livre tout de suite. On va rentrer avec le premier mythe parce que là, tantôt, vous disiez, on a l'impression que le discours, la population est plus perméable à l'idée du privé en santé. Et dans votre livre, dès le début, mythe numéro 1, le système de santé est essentiellement public, le privé est une nouveauté. Vous démontrez que c'est pas vrai du tout. Non, c'est ça. Puis ça me semblait vraiment important de poser ça d'emblée. Puis ça permet aussi de définir rapidement là, les différentes formes de privé que ça peut prendre dans notre système. Mais effectivement, contrairement à l'idée qu'on en a, le secteur privé, la place du privé est loin, très, très loin d'être marginal au Québec. Les données sont assez claires. Là. En fait, il y a plus du quart des dépenses totales de santé au Québec qui sont des dépenses privées. Donc, des gens qui paient pour avoir accès à des services, soit directement, soit par le biais de leur assurance privée. Ça représente plus de 19 milliards de dollars par année. C'est près de 3 000 dollars par ménage par année. En 2021, 2 897 dollars d'assurance, de prime d'assurance privée par ménage. De dépenses privées, en fait, totales. OK. Parce que la moitié sont des gens qui payent directement de leur poche. Puis l'autre moitié, c'est des assurances privées. Donc, le fait le recours au privé comme les dentistes, en fait. Exactement. C'est un exemple là, où il fait en sorte qu'il y a une part, puis vous avez tout à fait raison. Et il y a eu une petite augmentation au début des années 80, mais grosso modo, depuis les années 90, c'est à peu près toujours la même part, qui est 28 ou quelque chose du genre. Puis ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que là, on parle des services à prestations privées et à financement privé, donc quand on paie de notre poche, mais ces données-là ne comptent pas les achats publics de services privés. Donc, ça ne compte pas les dépenses publiques. Et ça, ces dépenses-là ne sont pas vraiment chiffrées. Moi, je n'ai pas vu là, de chiffres globaux de ça. Là. C'est très difficile de tenir cette... Non, on n'a pas vraiment. Je veux dire, il y a des moyens de faire des calculs, mais d'avoir vraiment une idée claire de combien le système de santé publique dépense pour acheter des services au secteur privé. Et ça, c'est sans compter toutes sortes de crédits d'impôt aussi qui existent pour rembourser ou pour financer indirectement une partie des services privés qui sont achetés par des individus. Donc, il y a beaucoup aussi de dépenses publiques, donc de services qui sont offerts dans le secteur privé par des entreprises à but lucratif, mais qui sont remboursés en tout ou en partie par le secteur public. Revenons juste pour situer la chose, parce que la commission Castonguay-Neveu, vous en parlez dans vos deux livres, en fait, elle est vraiment importante. Rappelons un peu le contexte, parce que, bon, il y avait des forces politiques aussi, des forces sociales, il y avait des contrepoids qu'on a, je crois, un peu perdus. On parlait tantôt des CLSC, ça a été imaginé à cette époque-là. Peut-être nous rappeler un peu le contexte historique? En fait, cette commission-là, elle a été créée dans les années 60, dans un contexte de très grande mobilisation au Québec. On le sait, c'est la Révolution tranquille. Puis pas seulement au Québec, en fait. Les syndicats qui sont puissants, qui sont plus forts que jamais, oui. Oui, en fait, il y a le mouvement, mais il faut voir que la commission Castonguay-Neveu, c'est la réponse à la loi fédérale de 1966. Oui, mais cette loi-là est aussi le résultat des pressions sociales. Est-ce que c'est un empiètement des compétences fédérales? C'était complètement, oui. Et en fait, c'était le deuxième en santé, parce qu'en fait, le système d'assurance hospitalisation, en 1957... Au fédéral. La loi fédérale est en 1957. En Saskatchewan, ça faisait déjà presque 20 ans. La loi de 57, qui d'ailleurs avait été... c'était un projet de loi qui avait été présenté par le père du premier ministre Martin. Oui, c'est le père de Martin qui était ministre. Paul Martin. Son père était ministre des Finances et c'est lui qui avait présenté le projet d'assurance hospitalisation. Et dans les deux cas, le Québec, l'assurance hospitalisation et l'assurance maladie, le Québec est la dernière province à y adhérer. Et c'est intéressant parce qu'au fond, il n'y avait aucun parti politique en 1966 qui avait dans son programme la création d'un système de santé publique au Québec. Alors, malgré toute
l'ébullition. On en avait beaucoup pour l'éducation. Mais la santé est un peu le parent pauvre. Mais la santé était parent pauvre parce qu'au fond, je sais, peut-être pour les raisons que tu nommais tout à l'heure. En fait, il y avait beaucoup de lobbies. Il y avait le lobby des médecins lui-même. Il y avait beaucoup de choses derrière. Oui, mais en fait, c'est que ce que l'histoire montre, puisque la recherche dans les archives justement du mouvement syndical, du milieu des affaires, des chambres de commerce, qu'on constate, c'est que les revendications du mouvement syndical en faveur d'un système public de santé, en faveur d'une assurance maladie publique, existait depuis très longtemps. Les pressions étaient relativement fortes, mais en même temps, la résistance à ça était très forte. Un peu partout au Canada, mais au Québec particulièrement, il y a eu une convergence d'acteurs qui se sont opposés systématiquement et fortement à l'implantation d'une assurance maladie publique. On parle des congrégations religieuses qui voulaient évidemment garder le contrôle de ces services-là, qui étaient en partie entre leurs mains. Il y avait les assureurs privés, il y avait le patronat qui ne voulait pas de ça non plus, et il y avait les médecins. Parce que ça allait coûter de l'argent. Parce que le patronat préférait des services de santé qui étaient contrôlés par le patronat. Donc, il préférait offrir des assurances d'employeurs, fait, ce qui permettait de retenir ou de discipliner les travailleurs. De contrôler, c'est ça. Exactement, ce qui donne un certain contrôle. Donc, il y a eu une résistance qui a été un succès, en fait, pendant plus longtemps ici qu'ailleurs, ce qui a fait qu'au Québec, quand on a finalement adopté notre système de santé au début des années 70, le rapport de force sociale était plus favorable que jamais au mouvement syndical à ce moment-là, un peu partout dans le monde et au Québec aussi, qui a fait qu'on a créé un système de santé plus original, plus progressiste qu'ailleurs aussi. Et comme vous le disiez... Avec une participation citoyenne importante. Oui, c'est ça, une démocratisation de la gestion des services, l'intégration des services de santé, des services sociaux, une grande place faite aux services publics, et on avait même l'intention de nationaliser la première ligne médicale. Donc, on mettait en place des cliniques publiques dans lesquelles on espérait que les médecins allaient s'intégrer parce qu'on faisait le constat, en fait, de l'échec du privé en santé. On faisait le constat que les services privés qui prédominaient jusqu'à cette date-là n'avaient pas réussi à développer des services qui permettaient de répondre adéquatement à la population, notamment les cliniques privées de médecins qui avaient eu tendance à se développer dans les endroits rentables, c'est-à-dire dans les endroits plus favorisés économiquement. Plus aisés financièrement. Ou plus denses. Donc, il y avait des déserts médicaux dans les régions rurales, dans les régions plus défavorisées. Et donc, c'est en partie pour répondre à ça qu'on s'est dit, on va développer un système public qu'on va être capable de distribuer sur le territoire en fonction des besoins et non pas en fonction de la rentabilité. En fait, je pense que vous avez raison en bonne partie, mais je pense qu'il faut aussi décortiquer la question du privé et du public là, en plusieurs étages. Il y a celle du... puis je pense souvent on confond toutes les... Puis vous l'avez fait, une des distinctions importantes tout à l'heure, c'est entre le financement public ou privé et l'offre de services privé ou public. Puis il y a aussi, souvent on associe ça aussi également avec l'idée du public, avec la couverture universelle. Puis je pense que la grande différence qu'a amené la réforme canadienne québécoise de la santé, ça a été pour la première fois dans ce pays ou d'avoir une couverture universelle. Mais il y avait des systèmes qui avaient déjà des couvertures universelles sans jamais avoir passé par le tout public, ni du financement, ni de l'offre de services. Par exemple, quel système avait ça? Les Pays-Bas, l'Allemagne sont deux systèmes... La France, en partie, oui. Sont deux systèmes bismarckiens, où les gens sont assurés par des compagnies... La couverture est prévue dans une loi, mais presque tout le monde est assuré par un assureur privé. Là, il y a différentes sortes de privés. Les gens ne vont pas à la maison, mais vous faites des guillemets avec il y a différentes sortes de privés. Il y a du privé à but lucratif, comme on voit aux Pays-Bas. Puis il y a, comme en Allemagne, du privé qui sont plus proches des OBNL. Les mutuelles. Mais ça reste quand même une organisation privée gérée de façon privée où le gouvernement a peu d'influence sur la manière de le créer ou de le distribuer. Mais je pense que ça je pense qui est important, c'est qu'au fond, à partir du moment où une société, puis je pense que c'est ça la grande révolution dont vous parliez, a décidé que là, maintenant, il fallait couvrir tout le monde. Et puis c'est le grand échec des États-Unis. D'ailleurs, quand on en prend comme exemple,
c'est l'incapacité il leur reste un 10 % des gens qui ne sont pas couverts par aucune assurance. Mais quand on décide de le couvrir au complet, comme dans plusieurs pays, après ça, la modalité, est-ce que c'est par prélèvements fiscaux ou est-ce que c'est par co-assurance? Ça a le moins d'effet. On va y revenir parce que je veux qu'on repasse avec Thierry parce que là, on parle de cette commission-là, Castonguay-Neveu, et les médecins ont un petit peu, parce que là, vous l'avez dit tantôt, on souhaitait que les médecins viennent, sont plus ou moins venus. Oui, ben c'est ça. En fait, les médecins ont fortement résisté. Et donc, la résistance s'est faite sur 2 plans. Ouais. D'une part, il y a les médecins spécialistes qui se sont farouchement battus contre la couverture publique, donc ce dont vous parliez là à l'instant. Donc, l'assurance maladie publique, les médecins spécialistes étaient fortement opposés à ça. Pour différentes raisons. Parce qu'il allait être payé de toute façon? Oui, mais eux, ils voyaient ça comme une nationalisation. C'était idéologique en partie. Là. On était à une époque où l'Union soviétique existait, donc on disait on va se retrouver comme en Union soviétique. Il y avait peur d'un contrôle du gouvernement sur leurs pratiques, en partie. Il y avait peut-être peur aussi d'un contrôle sur leur rémunération, ce qui allait effectivement se produire avec la couverture publique. Il allait être salarié, en fait, entre autres. Ben non, c'est ça l'affaire. Pas nécessairement? Pas pour les médecins spécialistes, non. Okay. Donc, les médecins spécialistes ont même fait la grève, la grève illégale pour lutter contre l'assurance maladie en pleine crise d'octobre. Ouais. Et finalement, le gouvernement a imposé le retour au travail des médecins par une loi spéciale. Et là, je tiens à souligner que c'est la seule loi spéciale, à ma connaissance, pour un retour au travail qui a été dénoncée par la Chambre de commerce du Québec, qui a pris la défense de la grève des médecins. Ah, ouais, mais là... comme la Chambre de commerce qui prend la défense d'une grève, c'est quand même... C'est de la solidarité de classe. C'est ça. C'est révélateur quand même. Donc, il y a ça, mais les médecins de famille, eux, ont adhéré à l'idée d'une assurance maladie universelle parce que pour eux, il y avait plusieurs avantages qui étaient mis sur la table, notamment le fait qu'on allait désormais avoir une équité dans la rémunération entre les médecins spécialistes et les omnipraticiens. C'est ça, on disait pour le même acte, les omnis et les spécialistes vont être payés la même chose. Donc, il y avait à gagner là-dedans, ils l'ont appuyé, mais les médecins de famille, eux, se sont opposés au CLSC. Ils se sont fortement opposés à l'idée que les médecins de famille deviennent justement des employés du secteur public parce que c'est ça qui était au départ prévu dans les CLSC. Ça a été le cas dans les CLSC pendant très longtemps. Les médecins, contrairement à ce qui est le cas actuellement de la très grande majorité d'entre eux, les médecins de CLSC étaient des employés salariés et les médecins de famille et les médecins spécialistes aussi d'ailleurs étaient très opposés à ça pour plusieurs raisons. Et donc, se sont opposés farouchement au modèle des CLSC, ont même fait une véritable campagne d'opposition contre ce modèle-là. Ils ont ouvert des cliniques, des polycliniques privées très rapidement là, dans les années qui ont suivi, souvent systématiquement à côté des CLSC pour essayer une campagne de boycottage. Oui, ça a fonctionné, en fait. Ça a très bien fonctionné. Puis très rapidement, en fait, le gouvernement a abandonné l'idée d'intégrer véritablement les médecins dans cette première ligne publique-là. Avec le résultat qu'une des raisons pour lesquelles là, je dis que le privé est bien présent dans notre système de santé, c'est le cas au niveau de la première ligne médicale. Il faut savoir que les médecins au Québec ne sont pas des employés du secteur public. Ce sont des entrepreneurs indépendants, des travailleurs autonomes qui, même ceux qui travaillent dans les hôpitaux publics, là, les médecins spécialistes qui travaillent dans les hôpitaux publics, sont considérés comme des entrepreneurs indépendants qui vendent leurs services à la pièce, à la RAMQ, donc ils sont payés à l'acte. Et donc, on est vraiment dans un régime de prestation privée des services avec un financement public. Ça, on ne peut pas jamais, André Bilodeau, même réfléchir à ça. On dirait que c'est comme un tabou ultime. On ne touche jamais à ça. On peut pas y réfléchir collectivement. Je pense que c'est toujours délicat. Je pense que c'est moins délicat aujourd'hui que ça l'était dans le passé. Je voudrais juste rajouter sur la question des CLSC, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'était probablement l'idée la plus révolutionnaire de la commission, mais la plus rapidement abandonnée pour les raisons que vous avez nommées, mais également aussi par le désintérêt du politique. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas long. Le Castonguay produit le rapport. Et rappelons que Claude Castonguay, c'est pas un gauchiste. Là. Absolument pas. Non. Il produit le rapport, il devient ministre. Ils vont ouvrir
une dizaine de CLSC. C'est un libéral sous Robert Bourassa. Hein? Puis il met un moratoire. En 74, un moratoire déjà. Oui, 74 qui va être renforcé par le gouvernement péquiste qui rentre et là qui arrête toute forme de développement des CLSC. Et ça, de 74 à 80... 82-3, là, au moment où on a décidé de effectivement généraliser finalement le modèle des CLSC. Ouais. Mais plus sur la base... Plus sur la même base. Plus sur la même base. Déjà, la base communautaire commençait à s'effriter. Parce qu'initialement, il devait y avoir 200 quelques CLSC au Québec sur des petits territoires. Là. C'est pas un désintérêt politique, hein. C'est... En fait, le gouvernement a créé les CLSC un peu à reculons, là. C'était un projet qui tenait pas chaud au cœur là, au gouvernement libéral. Il y avait des pressions très fortes qui venaient du mouvement syndical, du mouvement populaire et en fait, en 74, au moment où il décide du moratoire, il faut aller voir les débats à l'Assemblée nationale autour du projet des CLSC qui était déjà implanté depuis quelques années. Puis là, suite aux élections de 73, c'est un nouveau gouvernement libéral, toujours le gouvernement de Robert Bourassa, mais Claude Castonguay n'est plus là. C'est Claude Forget qui l'a remplacé comme ministre libéral des Affaires sociales. Et le ministre doit défendre, donc, pendant l'étude des crédits, doit défendre l'utilisation des fonds publics pour financer les CLSC. Et là, ce qui est très fascinant, c'est que ce ministre-là subit une fronde ouverte de ses propres députés. Donc, c'est des députés libéraux qui vont se mettre à questionner le ministre sur la pertinence, et c'est des députés médecins en partie, qui vont questionner le ministre sur la pertinence de ce modèle-là, une vraie attaque frontale. Et c'est finalement les députés péquistes qui défendent le ministre et son projet de CLSC. Donc, il y a vraiment quelque chose de particulier qui s'est passé. Il y avait vraiment une contre-offensive très forte contre ce modèle-là, qui venait des médecins, mais qui venait aussi d'une offensive plus large, je dirais, là, du milieu des affaires contre la nationalisation, en fait, des services. C'était pas seulement les médecins là, qui étaient contre, c'était vraiment une offensive contre la hausse des dépenses publiques, etc. Il y a plus le sens. Ils ont même, tu sais, au fond, initialement, je prends un exemple, les soins à domicile étaient basés dans le CLSC. Ben, c'était sorti du CLSC. On a vidé tranquillement le CLSC de sa substance. Il reste des soins courants, ce qu'ils appellent les soins courants, famille, enfance, jeunesse, un peu. Puis même là, on a sorti beaucoup de services des CLSC aussi depuis 2015 environ pour les transférer dans les GMF, donc, qui sont des groupes de médecine de famille, qui sont des cliniques privées, très grande majorité, là, disons, plus de 74% privés, 15% mixtes qu'on appelle, donc public-privé. Il y a seulement une dizaine de pourcents des GMF qui sont entièrement publics. Et ça, ben, c'est ça. Ça, c'est une vraie privatisation des services. Là. Ben, on y arrive, c'est le mythe numéro 2. Le privé coûte moins cher. Oui. Bon, les GMF, là. Comment ça marche? Faut dire que les GMF, c'est un modèle en évolution constante. Là. Il y a des réformes continuelles. Et là, il y en a eu très, très, très dernièrement avec le guichet d'accès à la première ligne. On leur donne des nouveaux mandats. Le G, c'est pas pour Gaétan. Hein? Non, mais ça pourrait. Mais ça fait longtemps que ça existe, par contre. Okay. Avant le ministre Barrette? Oui. Okay. Les GMF, ça existe depuis... En fait, c'est le PQ qui a créé. C'est François Legault. C'est sous François Legault que les GMF ont été créés au début des années 2000. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'ils existent aujourd'hui. Et en fait, les GMF, ce que c'est historiquement, c'est une tentative de reproduire le modèle des CLSC, mais sous une forme qui convient aux médecins. Au sens où on a essentiellement... André Villedo n'est pas sûr. Non, je suis d'accord. Oui, bien, on a pris les polycliniques que les médecins avaient créé pour faire compétition au CLSC. Puis on a dit, bon, mais c'est ces cliniques-là qui vont devenir la nouvelle première ligne médicale parce qu'on est bien obligé de constater que si on demande juste aux médecins volontairement de s'intégrer dans les CLSC, ils le feront pas. Il y en a eu, là. Il y a eu quand même des médecins qui ont été en CLSC, mais une petite minorité. Donc, des médecins marxistes. Ben, probablement. Mais non, il y avait aussi des enjeux de conditions de travail. Il y a des médecins qui préfèrent le salariat, qui préfèrent ne pas... C'est pas des entrepreneurs. C'est ça. Ils veulent pas gérer une entreprise. Ils veulent donner des soins dans une clinique. Et donc, on a créé les GMF qui, au départ, c'était très basique là, comme modèle. On voulait faire aux médecins quelque chose de très peu révolutionnaire, en fait. Là. On voulait inciter les médecins à travailler en groupe.
et en équipe multidisciplinaire et à offrir des heures d'ouverture plus étendues. Ah, ouais. En gros, là. Puis ça, je veux dire, ça fait 100 ans qu'on sait que si les médecins faisaient ça, ça irait mieux. Ouais. Mais ils ne faisaient pas d'eux-mêmes. Ouais, sauf les polycliniques, ils l'ont fait parce que c'était ça. C'était un peu de la médecine de groupe. Ouais. Puis l'idée, c'est si on met des médecins en groupe, pratiquer en groupe, ben ça va être plus facile d'offrir des heures d'ouverture étendues que le médecin seul dans son petit cabinet solo. À la clinique 10-30, c'est pas ça. Mais non, mais c'est ça. Fait que là, on a donné au GMF un mandat. Vous devez être ouvert. Vous devez travailler en groupe, donc des médecins en groupe. Vous devez être ouvert les soirs et les fins de semaine pour désengorger les urgences. En fait, ce qu'on constate depuis 20 ans systématiquement, c'est que les GMF ne font pas, ne respectent pas ces conditions de base-là. La pratique en groupe, oui, mais les heures d'ouverture, non. En 2015, la vérificatrice générale avait dénoncé une pratique qui avait cours dans les GMF qui était de prendre des ententes de service. Donc, les GMF prenaient des ententes de service avec d'autres établissements pour que ce soit les autres établissements qui donnent une partie de leurs heures d'ouverture. C'est ce qu'ils n'avaient pas envie de faire. Exactement. Et ils recevaient quand même leur financement. Et là, la vérificatrice générale avait dit qu'il y a 40 % des GMF qui font ça. Et là, le gouvernement, le ministère, plutôt que de corriger la situation, il l'a légalisé. Donc, il a permis aux GMF de plus petite taille, qui représentent la plus grande partie des GMF, de faire ça, de sous-traiter une partie de leurs heures d'ouverture à d'autres établissements. Et encore aujourd'hui, là, j'ai fait des demandes d'accès à l'information pour un bilan dans 2022 que j'ai publié. Il y a encore 40 %, même 41 %, je crois, des GMF qui ont des ententes de services comme ça avec d'autres établissements, donc qui ne donnent pas eux-mêmes les heures d'ouverture les soirs, les fins de semaine. Et il y a même 17 % des GMF qui ont pris des ententes comme ça avec des services d'urgence d'hôpitaux. Ça, c'est fou. Ça. Et c'est clair qu'on ne va pas y arriver. André Bilodeau, comment on peut expliquer ça? Là? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je sais que c'est pas simple. Il y a beaucoup d'éléments circonstanciels autour de ça. Il y a des éléments où est-ce qu'il y a des ententes de cette nature-là qui ont été prises. L'autre élément que je pense qui joue, c'est au fond que on a l'impression que les médecins qui sont dans les GMF sont que au GMF. Alors que c'est pas vrai. C'est justement une réforme qui a été faite aussi par M. Legault qui a imposé les AMP, les activités médicales particulières, au début des années 2000, si je me souviens bien, là, qui a au fond prélevé 20 % du temps des médecins dans la première ligne pour les amener dans les hôpitaux. Alors, ce prélèvement-là, qui est unique là, au Canada, en tout cas, parce qu'ailleurs, c'est autour de 11-12 % du temps des médecins de famille qui sont faits dans les établissements de santé. Au Québec, on est à 31-32 % de leur temps qui est passé dans les établissements de santé. Parce qu'au fond, si on est capable de démontrer que les gens ne font rien, on pourrait dire, oui, ils imputent ou ils créent un manque d'accès par mauvaise foi. C'est pas la réalité, là, non plus. Non, c'est clair que je suis pas en train de dire que les médecins en GMF ne travaillent pas, là. C'est pas ça du tout. Ce que je suis en train de dire, en fait, moi, j'observe le modèle, je l'analyse, puis ce qu'on constate, c'est que puis là, tu sais, moi, j'ai un regard assez critique là, sur les indicateurs de performance du ministère puis sur les indicateurs en général. Mais disons qu'on prend le ministère à son propre jeu puis qu'on utilise ses propres indicateurs pour analyser le modèle qu'il a lui-même mis en place. Ce qu'on constate, c'est que tous les indicateurs sont au rouge. Ça ne fonctionne pas. Le ratio de patients par médecin en GMF, il a stagné dans les années pour lesquelles on a des données. Il a même diminué selon certaines données, là, selon qu'on utilise les données de la RAMQ. Donc, tous les indicateurs sont au rouge. Et en plus, quand on décide de prendre des ressources professionnelles en CLSC et de les transférer dans un modèle comme ça, GMF privé, ce qu'on fait, c'est qu'on vient réduire, en fait, l'accès à ces services-là pour la proportion importante de la population qui n'a pas accès aux médecins de GMF. Il faut savoir que moi, quand j'ai fait mon analyse, là, il y avait 66 % de la population qui avait accès à un médecin de GMF, mais ça a diminué cette proportion-là depuis cette analyse-là. Les professionnels qui étaient auparavant dans les CLSC, l'accès à ces professionnels-là était populationnel. Donc, toutes les personnes sur le territoire avaient accès selon un ordre de priorité déterminé par l'accueil là, qui évalue les personnes puis qui va donner accès en fonction de l'ordre de priorité. Quand là, on parle de travailleuses sociales, de psychologues, de nutritionnistes, d'ergothérapeutes, d'orthophonistes, de toute une équipe multidisciplinaire qu'on a enlevée au CLSC pour les mettre en GMF. Et là, pour avoir accès à ces services-là,
ben, il faut être inscrit auprès du médecin du GMF. Ouais. Il faut d'abord passer par le médecin avant de pouvoir voir l'autre professionnel. Donc, le médecin va être payé pour voir la patiente, la patiente ou le patient, va lui référer et c'est lui qui va faire l'évaluation, si on veut, et qui va décider qui va voir ces professionnels-là. Les professionnels sont placés sous l'autorité des médecins du GMF, alors que ce n'était pas le cas non plus dans les CLSC. La clinique, si elle lui appartient, ce qui a des bonnes chances d'être le cas quand c'est pas une grande entreprise, en fait, qui est propriétaire des chaînes de GMF, ben, c'est lui qui a le contrôle sur la façon dont le travail est effectué, sur l'organisation du travail. Ça pose toutes sortes de problèmes. On n'est pas en train d'améliorer l'accès aux services en privatisant de cette manière-là. Au contraire, c'est des centaines de milliers d'heures de services par année qui ont été perdus en consultation psychosociale pour la population qui est sans accès à un médecin de GMF. C'est pas un modèle qui fonctionne. Moi, mon constat est accablant. Ce modèle-là, je comprends pas pourquoi on continue de... Puis on continue encore le gouvernement, là, dans sa nouvelle réforme de la première ligne, place ce modèle-là au cœur de sa réforme. On leur donne encore plus de financement parce que là, il faut savoir que les médecins qui travaillent en GMF, ils reçoivent des centaines de millions de dollars par année. Le financement? Ben, en fait, c'est que les médecins qui travaillent dans des cliniques privées sont payés à l'acte. Donc, et ça, c'est tarifé, c'est uniforme. Tarifé, c'est ça, c'est uniforme, ils sont payés à l'acte. Dans leur clinique privée, quand c'est pas un GMF, les médecins, il y a une partie de leur rémunération, la RAMQ l'évalue à peu près à 30 %, qui sert à payer leurs frais de clinique. Donc, non seulement on paye la rémunération des médecins, mais on paye pour la clinique qui appartient aux médecins. Donc, il y a une partie de leur rémunération, puis là, il y a toujours des débats sur est-ce que c'est suffisant, est-ce que les médecins, en fait, leurs frais sont plus importants. Bon, on peut pas le savoir parce qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion des cliniques privées. On n'a pas accès à leurs rapports financiers. Là. On peut pas aller voir comment l'argent est dépensé. Donc, on a une portion de la rémunération qui sert à payer les frais de clinique. Mais là, pour encourager les médecins à prendre plus de patients et à travailler en groupe, etc., et à ouvrir plus longtemps, on a dit, vous allez vous former en GMF et on va vous subventionner davantage. Donc, on va vous donner des subventions pour payer vos frais de fonctionnement, qui, en théorie, sont déjà payés par les frais de... Bon, mais on va en rajouter pour intégrer des nouvelles professionnelles, pour agrandir vos locaux peut-être. Donc, c'est ça. On ajoute des subventions pour que les GMF respectent certaines conditions, dont des heures d'ouverture étendues, notamment. Ça, c'est des centaines de millions. Et là, le gouvernement Barrette, en 2016, c'est peut-être à ça que vous faisiez référence tantôt, a dit, ben, on va prendre le modèle des GMF et on va en faire des super GMF. Ah, c'est ça. C'est les super cliniques dont le mandat, c'est d'améliorer l'accès pour les patientes et les patients orphelins. Donc, on va donner à ces cliniques-là, qui sont des GMF, on va leur donner encore plus d'argent en échange d'un accès à des rendez-vous d'urgence pour des patients et des patientes orphelins. On a accès aux données de est-ce que les super cliniques, est-ce que ça fonctionne? Mais non! En fait, ce qu'on constate, c'est que depuis leur création en 2016-2017, chaque année, systématiquement, il y a plus de 50 % des GMF, des super cliniques, qui donnent moins de rendez-vous, de 100 rendez-vous, que ce qui est prévu par leur entente. Et là, on parle de beaucoup moins. Là. C'est des centaines de milliers de rendez-vous par année qui sont perdus, qui ne sont pas... C'est un problème structurel. Ben oui, ça, je suis d'accord avec ça. André, tantôt, vous disiez, vous donnez des comparaisons avec l'Ontario ou le reste du Canada, puis on a l'impression qu'à ce qui a trait aux heures, au nombre de patients pris en charge, bon, on est toujours un peu à la traîne, mais j'ai pas l'impression, en tout cas, peut-être que je suis naïf, mais c'est que les médecins travaillent moins ici. J'ai l'impression que structurellement, c'est difficile que les soins se rendent aux bonnes personnes. Oui, ben en fait, je pense qu'il y a plusieurs causes. Une chose que je crois qui est le plus grand problème des GMF dans la conception, parce que je pense que c'est by design là, que l'échec arrive, là, c'est un peu comme pour l'ensemble du système de santé, remarquez, là, je pense que c'est un peu le même problème. C'est qu'au fond, on n'a pas créé des conditions initiales importantes. La première chose, c'est la responsabilité populationnelle. Mm-hmm. On devrait être capable de dire, puis on a suffisamment de données sociodémographiques de toutes sortes pour dire telle région, avec les caractéristiques, l'âge, les problèmes, la complexité, on connaît toutes ces choses-là. Voici le nombre de médecins, de ressources que ça prend. Or, voici l'argent qui va avec, parce que ça ressemble à une partie de on est capable d'associer aussi l'argent à partir des besoins. Puis,
prenez charge de la population, vous en répondez. Et vous dites qu'on n'est pas capable de faire ça. Et c'est pas vrai. Non, mais on l'a fait, ça, historiquement. Je veux dire, on le faisait déjà plus dans un système public qu'en privatisant les services. Je travaille en Outaouais, puis on n'a jamais fait une distribution populationnelle des ressources. On n'a jamais fait une responsabilité populationnelle, sauf pour les 6 au global. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont responsables véritablement des sous-populations il y a des sous-populations qui sont abandonnées par les 6. Donc, la notion même de responsabilité populationnelle, puis de répondre. Mais là, on va dans le sens inverse là, avec les GMF. On s'éloigne d'une responsabilité populationnelle parce que puis un autre aspect important du problème, tu sais, quand on compare, par exemple, peut-être avec l'Ontario, c'est que... Ça, François Legault va aimer ça parce qu'il en parle beaucoup. Ouais. Non, mais... Ben, des fois, ça marche, des fois, non. Hein? Non, mais ça dépend. En santé, il n'en parle jamais. Non, c'est ça. Ben, un autre aspect du problème qui est important, c'est que les services de santé au Québec, puis dans beaucoup d'endroits, mais c'est particulièrement criant au Québec, sont fortement centrés sur les médecins. Et ça on pourrait déléguer. On pourrait faire ça complètement différemment. Là, on commence un petit peu peut-être à avoir des ouvertures, là, mais ça donne une énorme pression et une énorme responsabilité aux médecins qui sont seulement 20 000. Hein. Au Québec, là, faut quand même le dire. Là, c'est pas beaucoup, ça? Non, c'est pas beaucoup comparativement à ce qui existe ailleurs dans le monde. On fait partie des pays occidentaux où il y a le moins de médecins par habitant, des pays de l'OCDE. Là, mais par contre, on fait partie des pays de l'OCDE où les médecins sont le mieux payés au monde. Tiens. Et là, ces deux choses-là, ça va ensemble. Si on choisit de payer nos médecins 400 000 $ par année en moyenne, on peut pas en avoir le double parce que, je veux dire, déjà, la rémunération médicale, c'est un gouffre financier. C'est 20%? Ben là, c'est un petit peu moins parce qu'il y a tellement eu des investissements massifs pendant la pandémie que ça a dilué un petit peu la rémunération. Mais on n'est pas loin médicale. du 20%. Là. C'est ça. Ben là, je pense qu'on tourne autour du 15 en ce moment. Okay. Mais on a déjà dépassé le 20 là, il y a quelques années. Et donc, on peut faire confiance au Collège des médecins pour ramener ça à 20% éventuellement? C'est les fédérations, ça. C'est pas le collège. Mais le collège joue un rôle indirectement au sens où c'est le collège qui résiste à la délégation d'actes en faveur des autres professionnels. Puis quand on fait ça... les infirmières, les pharmaciens... Les infirmières praticiennes spécialisées, les autres professionnels qui pourraient prendre en charge une partie du travail qui est fait par les médecins, le Collège des médecins, historiquement, a toujours résisté à ça. À partir du moment où les médecins deviennent tellement essentiels, ça pose des problèmes d'accès pour la population, mais ça donne aux médecins un rapport de force extrêmement intéressant. Donc, il y a un problème au niveau de l'organisation des services, mais quand on est dans un modèle de rémunération à l'acte, on favorise pas ça. Là. Au contraire, si on délègue des actes à d'autres professionnels, on perd de l'argent. Vous le démontrez dans votre livre. Vous donnez des exemples. Au début des années 80, il y avait quoi? Il y avait 600 actes qui existaient. On est rendu à 11 000? Oui, ben en fait, 11 000, ça date déjà de plusieurs années. Je pense qu'on a dû, je sais pas, on est rendu à combien en ce moment. C'est devenu tellement complexe, tellement lourd à gérer. En fait, les médecins eux-mêmes ne s'y retrouvent absolument pas, sont obligés de faire affaire avec des firmes spécialisées pour gérer leur propre rémunération. Et ces firmes-là, d'ailleurs, vantent leur capacité à optimiser les revenus des médecins en allant facturer tel acte plutôt que tel autre. Ça a des impacts aussi sur le diagnostic. Peut-être qu'on surdiagnostique. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, il y a du il y a beaucoup de gaspillage en santé. On pense, les études montrent entre 25 et 30 d'argent qu'on dépense, pas juste pour les médecins, qui sont de la pure perte. Okay? Pure perte. Une partie de celle-là, c'est le surdiagnostic et le surtraitement. Il y a plusieurs éléments, puis je suis d'accord avec vous là, très largement, mais qui rendent, entre autres dans les GMF, même la collaboration interprofessionnelle plus compliquée. La rémunération que vous parlez, ça n'est un des problèmes. Et aussi le fait tout simplement qu'on a historiquement, je ne sais pas trop exactement pourquoi, là, parce que parfois ça arrivait par la loi et non pas par la demande, on a mis les médecins comme des censeurs sociaux, comme des gatekeepers, qu'on pourrait dire. Là, le meilleur exemple, c'est les congés de maladie, là, qui sont une aberration totale, là, mais qui consomment énormément et inutilement beaucoup de ressources. Ce qu'on appelle le papier du médecin. Exactement. Puis une partie de ceux-là viennent aussi des lois du gouvernement aussi. Je pense à la loi sur la santé et sécurité au travail qui demande des évaluations
situation. À un moment donné, c'était même effrayant parce que, bon, il y a eu un changement récemment sur ce sujet-là, mais il fallait que le médecin revoie à toutes les 3 semaines les patients, même si on savait que l'arrêt de travail post-chirurgie allait être de 6 mois. L'autre élément qui est difficile, puis que quand on parle aux médecins qui sont dans les GMF, c'est que les ressources qui ont été rajoutées ne sont pas des employés de la clinique. Ils ne sont pas choisis par les membres de la clinique et leur va-et-vient est à l'extérieur des ressources ou des décisions du groupe médical ou de la clinique. Ben, s'il y a une physiothérapeute, une diététiste, ben, le CIS envoie quelqu'un. Elle a besoin, il envoie quelqu'un d'autre. Alors qu'on sait que la création d'une modalité de travail vient sur la connaissance les uns des autres, la confiance. Alors, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je poserais le problème à l'envers. C'est-à-dire que, d'après moi, le problème, c'est que les GMF sont à l'extérieur du réseau public. On devrait aller dans l'autre sens et on devrait... c'est sûr qu'aller dans l'autre sens, dans un système ultra centralisé comme celui qu'on a en ce moment, ça ne va pas nécessairement améliorer les choses. Il faut décentraliser le système public également pour recréer ces petites équipes-là au niveau local, mais dans un cadre public. Ah, on va y revenir à ça. Attendez, il y a un mythe que vous déconstruisez, Anne Plourde, c'est que le privé est plus efficace. Puis ça, on l'entend continuellement, pas seulement en santé, on l'entend en éducation, on l'entend dans tous les domaines. Cette idée que le privé, par nature, parce qu'il cherche le profit, par la concurrence, serait plus efficace que le réseau public. Et vous démontrez très bien dans votre livre que c'est pas vrai. Dans mon livre, un des exemples que je donne comme contre-exemple, c'est les GMF, justement, et les supercliniques, là, qui démontrent assez bien que là, on a mis en place des modèles privés qui ne sont pas du tout efficaces et on continue quand même de les financer. Mais quand on regarde au niveau du financement, c'est très bien connu que si on a un système de financement privé, donc avec une multiplicité d'assureurs privés, comme on a aux États-Unis, puis comme on a partiellement ici aussi, ben, non seulement ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est extrêmement lourd sur le plan bureaucratique et administratif. La gestion du système de santé aux États-Unis, c'est un labyrinthe bureaucratique incroyable parce que ben, on a une multiplicité d'acteurs, tout le monde qui se parle pas nécessairement, qui se coordonnent pas nécessairement, qui sont en concurrence les uns avec les autres. Et là, ben, pour chaque service, il faut s'assurer que le patient est couvert. Il faut aller voir son assureur. S'il n'est pas dans le bon hôpital, il n'est pas couvert par cette assurance-là, il faut qu'il aille à l'autre hôpital. Puis là, tout le monde doit faire une foule de travail administratif lourd pour être en mesure de gérer ça. Il y a des études qui montrent que quand on a un assureur unique, universel, public, c'est 4 à 10 fois moins cher que quand on a, au contraire, une multiplicité d'acteurs. Puis c'est sans compter le fait que quand on paie pour des primes d'assurance, il y a une proportion non négligeable de ces frais-là qu'on paie auprès de nos assurances privées qui ne sont pas utilisés pour couvrir des soins, pour payer des soins directement. Il y a une partie non négligeable de ces frais-là qui servent à payer de la publicité, qui servent à payer les profits des actionnaires et qui servent à payer des frais administratifs qui sont plus élevés parce qu'on est dans un cadre privé. C'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement fédéral envisage là, la mise en place d'une assurance médicaments publics universelle. Les commissions d'enquête... Ça a été démontré. C'est ça. On s'attend à économiser entre 1,5 et 4 milliards de dollars par année en coût global de médicaments parce que, notamment en raison des lourdeurs bureaucratiques, administratives qui sont associées. Mais est-ce que le réseau privé harnaché à un chien de garde ou des bons indicateurs pourrait être efficace? André Bilodeau? Parce que je vous donner l'exemple des Pays-Bas, de l'Allemagne... Ben, je pense que les Pays-Bas est un bon exemple où on a une... Parce que il y a 2 systèmes. L'Allemagne est un système d'assurance privée non compétitif. Aux Pays-Bas, c'est un système d'assurance privée compétitif. Ce système-là coûte moins cher que le nôtre, OK? Parce que nous, on met 12,3% de notre PIB sur le système de santé. Les Pays-Bas en mettent 9,8%. Et avec que des fournisseurs de soins à 97%, ce sont des fournisseurs de soins privés. À but lucratif? Les deux. Ils ont des hôpitaux au BNL, puis ils ont des hôpitaux à but lucratif, mais le fait que l'assureur paie dans les 2 cas, il y a une sorte de normalisation des coûts de part et d'autre, parce qu'au fond, on ne paye pas sur la facture, on paye sur l'activité.
Et ça, je pense que c'est un autre élément qui est important, c'est qu'au fond, ces systèmes-là, puis c'est comme ça aussi en Australie, ont créé véritablement un système qui est Activity-Based Funding. Tu reçois de l'argent si tu donnes des services. Si tu donnes pas de services, ben, tu reçois pas d'argent. Ça, c'est le financement à l'activité. Financement à l'activité. Ça, c'est à 180 degrés par rapport à ce qu'on fait ici? Oui. Ici, c'est du financement historique. Ouais. Donc, on donne... On a une petite activité là, en IRM, puis dans hanches et genoux qu'on commence à faire. Historique, c'est-à-dire qu'on se base sur le budget de l'année d'avant, on le bonifie en fonction de l'inflation puis de certains que les services soient rendus ou non, whatever. Il y a des indicateurs. Les services sont rendus parce que les besoins sont... Oui. La demande est là, mais... On a des services non pas rendus parce qu'il y a des besoins pas couverts. Oui, c'est ça, je veux dire. On est d'accord. Okay. Et le financement va être là pareil, que les besoins soient couverts ou non. Est là pareil. Oui, c'est ça. Alors qu'en Australie... il y a un problème. Même en Ontario. Même en Ontario. Allons-en en Ontario. Même en Ontario, là, je veux dire, les très petits hôpitaux ont été retirés du ce qu'on appelle le HBAM, qui est un système de financement par activité. Il reste que 75% des hôpitaux sont payés sur le modèle de HBAM, donc qui font en sorte que l'hôpital est payé pour le service qu'il a pour un patient donné, pondéré là, selon la complexité, l'âge, les maladies concomitantes, des choses de cette nature. Tu dépenses après ça ce que tu veux ou ce que tu peux. Puis si ta livraison de service coûte plus cher que ce que tu reçois, tu manges tes bas. C'est ça. Non, mais il y a des problèmes. C'est pas la panacée, ça? Non, c'est pas la panacée. Non. C'est pas la panacée, mais il y a plus de services qui sont donnés qui coûtent moins cher que ce qu'on donne ici. Il y a des critiques importantes qui existent par rapport au financement à l'activité, puis notamment le fait que ça revient un peu à étendre la fameuse rémunération à l'acte des médecins, à transposer la même logique au financement des hôpitaux puis de l'ensemble des services de santé. C'est-à-dire que quand on met en place un mode de financement comme celui-là, on présume que le problème de l'accès est causé par un manque de volume de services. Mais c'est pas ça le problème. On manque pas de volume, là. C'est un problème d'organisation des services notamment. Puis quand on fait du financement à l'activité, on est en train d'implanter ça ici au Québec. Okay. Ça vient avec une lourdeur bureaucratique extrêmement importante. Là. Il a fallu fusionner plus de 16 000 bases de données au Québec. Il faut être capable de codifier chaque activité, chaque geste. Mais c'est le privé qui s'en est occupé, d'ailleurs. En partie, on a fait ça avec des projets pilotes publics-privés. Là, on a comparé les cliniques privées et la façon dont ça se faisait dans le public pour constater, d'ailleurs, que ça coûtait plus cher au privé en moyenne. Mais donc, c'est ça vient avec... on parlait tantôt de la rémunération à l'acte, là, qu'on est passé de 600 codes d'acte à 11 000. Là. Le financement à l'activité, c'est ça. Il faut mettre ça prend des codeurs. Ça prend un prix sur tout. Exactement, un prix sur tout. Et ça, ce que ça permet de privatiser beaucoup plus facilement les services et ça permet aussi de optimiser les dépenses. Ce qu'on fait quand on fait ça... Là... Mais Anne, André Bilodeau l'a dit tantôt aux Pays-Bas, au-delà des problèmes de cette structure de financement-là, ça coûte moins cher, même si c'est privé, donc... Puis ils donnent plus de services. Mais est-ce que les services sont d'aussi bonne qualité? Sont meilleurs. À peu près tout, il existe plusieurs sources, que ce soit celle de l'OCDE, de l'OMS ou de la Commonwealth Fund, font des analyses sur la qualité. Évidemment, quand on arrive à évaluer la qualité des soins, c'est compliqué. Il y a beaucoup de dimensions. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que il y a beaucoup de bonnes idées en gestion, comme par exemple la méthode Lean. Hein? Ça, c'est une autre méthode d'optimisation des services. Il y a beaucoup de bonnes idées qui, sur papier, fonctionnent très bien, qui peuvent fonctionner très bien dans une usine de Toyota, mais que quand on vient pour les appliquer dans un contexte néolibéral de restriction puis d'austérité, puis de restriction des dépenses, donne lieu à des dérives qui sont catastrophiques au niveau de la qualité des services, puis au niveau de l'accès aux services aussi. La méthode Lean, c'est un très bon exemple de ça. On s'est retrouvés avec... André, vous avez Oui, parce que j'arrive d'un hôpital qui a un certificat Lean, on a une formation Lean, on donne donc on est une certification. Une certification Lean. On a un institut. Dans l'institut, on offre les différentes formations. Et puis, moi, j'ai pas vu, parce qu'on en a fait des projets, c'est constant dans l'hôpital et on a toujours 6 ou 7 projets Lean en cours. J'ai pas vu de réduction de la qualité. Vous savez qu'il y a des
travailleuses ici au Québec qui ont gagné des poursuites judiciaires parce que la méthode Lean qui avait été appliquée dans leur système... Alors, là, la différence, c'est comment on applique la méthode Lean. Mais c'est ça que je dis. Ici, on a, par la faute du ministre Bolduc... Ah, mon Dieu. OK? Oui. Ici, on a complètement perverti. Le ministre restaurateur, mais le médecin restaurateur. Mais c'est oui. ça mon... Mais on l'a perverti, mais c'est pas la méthode, c'est notre application de la méthode. Okay. Parce qu'ailleurs, même actuellement, en Belgique, ça, quand même. En Belgique, ils sont en train de l'adopter. Puis moi, je peux vous donner un exemple. Là. On avait un bloc opératoire. On avait 3 salles de chirurgie qui tous les jours étaient consacrées à l'orthopédie. C'était le tiers de notre bloc opératoire. Et nos salles d'opération produisaient moins pour les mêmes ressources que nos comparateurs. Donc, l'hôpital Queensway-Carleton, qui était une copie conforme de notre hôpital avec une population qui est la copie conforme de notre hôpital. OK? Ouais. On a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Alors, on a juste étudié, on a regardé. On s'est dit, le Lean cherche les bouchons, où est-ce que il y a une perte d'activité. Et on s'est aperçu que il y avait une méthode comme, il faut vraiment être dans le bloc opératoire, là, mais les chirurgies sont toutes de même durée. Oui. Alors, si on rentre 3 prothèses de hanche, il va sortir en même temps 3 patients avec leur prothèse de hanche. Et là, ce qu'on créait, c'était des bouchons d'étranglement, qui faisait qu'il y avait beaucoup de temps, ce qu'on appelle l'intercos, c'est-à-dire au moment où est-ce qu'on ferme une suture là, et que l'autre patient, on coupe la prochaine chirurgie. Cet intercos-là était démesurément long. Pourquoi? Parce qu'on attendait. On attendait les porteurs qui devaient ramener les gens à la salle de réveil. La salle de réveil recevait trop de patients en même temps. Ce qu'on a fait... Mais la méthode Lean a permis... Oui, parce que là, on a analysé. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On va décaler le début de chacune des chirurgies de 15 minutes. Ça a été une longue négociation avec le personnel. Au bout de ça, on a réussi à faire une chirurgie de plus par jour. Ça a l'air niaiseux, mais ça fait 3 chirurgies de plus dans 3 salles d'opération. Ils mettaient ça sur le nombre... Sur une année. Avec le même personnel. Puis le personnel, il me disait... Et on est plus heureux parce que là, il n'y a plus de roche. Ben, ça contraste beaucoup avec la façon dont la méthode Lean a été imposée ici. Je veux dire, moi, les témoignages que j'ai de préposés aux bénéficiaires ou de travailleuses sociales, c'est on se fait minuter pour le temps qu'on prend pour donner des bains. Puis là, on se fait dire, ben en moyenne, les gens peuvent donner des bains en 6 minutes. Fait que laisse faire la conversation avec la personne âgée. Ça, c'est l'autre chose. C'est qu'on est encore, je reviens à cette idée-là, on est dans une logique. Là, on parle de privé en santé. Là, on est dans une logique d'importation dans le système public de méthodes de gestion propres au secteur privé. Puis on est dans une logique de volume. Donc, dans certains contexte très particulier, peut-être que c'est approprié de le faire de cette manière-là. Dans le cas du bain là, qu'on donne, là, si on prend 6 minutes pour donner le bain puis qu'on fait du travail à la chaîne, qu'on n'a pas le temps de parler avec la personne, qu'on n'a pas le temps de s'assurer que la personne âgée ou la personne en perte d'autonomie, ses besoins sont répondus, mais peut-être que le lendemain, elle va se retrouver à l'urgence puis qu'on aurait pu éviter ça si on avait eu le temps d'avoir une conversation avec elle. Donc, tout le travail de prévention qui est invisible, qui est impossible à quantifier, qui est dans le rapport humain, dans le soin, vraiment, c'est ça. Tout ça, c'est ça qui va finalement être éliminé dans les processus qu'on va mettre en place pour essayer de maximiser le volume, puis pour être capable de dire à la fin, ben regardez, on a réduit la liste d'attente. Anne, puis je veux qu'on parle du dernier mythe, puis après ça, je veux qu'on va parler d'autre chose aussi. Le privé améliore la qualité des soins sans nuire à l'équité dans l'accès aux services. Je ne sais pas si c'est dans cette partie-là du livre où vous dites que le privé, en fait, coûte des vies dans le système de santé. Bien, il y a des études qui ont été faites qui ont comparé des avant-après, par exemple. En Grande-Bretagne, ça fait déjà un bon moment qu'on est engagé sur la voie qu'on a choisie, que le gouvernement a choisi de prendre là, dernièrement, c'est-à-dire sur la voie de la privatisation de chirurgie puis d'autres interventions médicales qui, jusqu'à maintenant, étaient faites dans les hôpitaux. Donc, on a été dans ce sens-là en Grande-Bretagne depuis déjà 2012, 2013, c'est un bon observatoire pour exactement. Nous, puis il y a des études qui ont montré qu'en fait, cette privatisation-là des chirurgies vers des cliniques privées à but lucratif se sont traduites par des augmentations de la mortalité évitable. Puis quand on fait des comparaisons, quand
quand on regarde les revues de la littérature internationale, les conclusions en général vont dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de la qualité des services qui vient avec la privatisation des services. Puis ça, il y a d'autres manifestations de ça. On peut penser, par exemple, à la COVID, qui a illustré de manière assez dramatique que la qualité des services entre les résidences pour personnes âgées, les centres d'hébergement privés à but lucratif et ceux publics ou à but non lucratif. La mortalité n'était pas la même. Ben non, c'est ça. Là, on parle de taux d'infection puis de taux de décès qui ont été systématiquement plus élevés pour les données dont on dispose là, dans les centres. Fait que là, on parle de vie. Là, Je suis d'accord. En fait, je pense qu'il y a une distinction que vous venez de faire qui est très importante. C'est le privé à but lucratif puis le privé sans le but lucratif. Je pense que quand on arrive à le distinguer, on gagne aussi parce que je pense qu'on l'a vu même avec les CHSLD pendant la COVID. En fait, les centres privés à but non lucratif ont mieux réagi même que les centres publics. En termes de Ça, je l'ai vu passer en termes de protection. Puis pour l'étude de Goodare dont vous parlez, je pense qu'il faut faire attention. Le titre était trompeur. Je l'ai analysé avec mes étudiants récemment, au mois de janvier. La méthode est un peu tricky. Là, il y a un vice de forme? Puis même à la fin, ils disent très clairement, on peut pas dire que c'est à cause de la privatisation ou c'est parce que, étant donné la privatisation, en même temps, parce qu'il faut comprendre qu'en Angleterre, il y a eu deux phénomènes qui sont passés en même temps. C'est qu'on a diminué le financement du public et on a augmenté le privé. On ne sait pas si c'est d'ailleurs, l'augmentation des décès, on ne sait pas si c'est des gens dans le privé ou dans le public. On sait que dans la région où il y a eu plus de privatisation, il y a eu une augmentation des décès. Alors, on n'est pas capable de dire que c'est des décès qui avaient lieu dans les services privés. On n'est pas capable de dire. Ils le disent très clairement à la fin de l'étude. Mais de toute façon, ça va en convergence avec d'autres études aussi qui vont dans le même sens. C'est pas une seule étude. Il y a eu des études en Italie aussi qui ont été faites. Donc, il y a une certaine convergence de la littérature à cette Mais je suis d'accord avec une chose. Je pense que ce qui est clair, c'est que la privatisation qui se fait dans une perspective ou dans un contexte comme on le voit en Occident, de réduction des coûts, dans le seul but de réduire les coûts, avec peu de devoir rendre des comptes sur les autres paramètres, comme les paramètres de qualité. Je pense que c'est clairement un élément qui est défavorable aux soins. La recherche de profit. Oui, la recherche de profit, est difficilement conciliable avec le bien-être d'une population. Oui, puis il y a plein d'illustrations de ça. Là. Une des illustrations que je donne dans mon livre, c'est le cas de l'industrie pharmaceutique. Oui. Je veux dire, l'industrie pharmaceutique, je veux pas vendre la mèche, là, mais leur objectif principal, c'est pas d'améliorer la santé des gens. Non. Leur objectif, c'est de vendre des médicaments. Voilà. Puis, en fait, s'ils réussissaient à améliorer la santé des gens, ils se tireraient dans le pied. C'est ça, là. Parce que, je veux dire, ils réduiraient la demande. L'entreprise privée, son objectif, c'est de l'augmenter. Voilà. En ce moment, les grandes firmes pharmaceutiques font l'objet de poursuites historiques d'une valeur de plusieurs milliards de dollars en raison du rôle actif qu'elles ont joué dans la crise des opioïdes qui tue annuellement des milliers de personnes ici au Canada. Les profits sur les vaccins pendant la COVID vont réussir à éponger les frais juridiques pour... Oui, c'est ça. Le vaccin, d'ailleurs, auquel des millions de personnes n'ont pas eu accès parce que la même industrie pharmaceutique a refusé de généraliser l'accès à ces médicaments-là qui sauvaient des vies, encore une fois. Donc, c'est clair que si on privatise des services à la faveur d'entreprises dont l'objectif, c'est de réaliser des profits, on va pas y arriver. Puis, je reviendrai sur la question de privatiser dans l'objectif de réduire les coûts. Ça a été longtemps ça, mais en ce moment, le gouvernement n'essaie même pas de nous faire croire que c'est ça l'objectif. Ça, Là, c'est vraiment un paradigme. En fait, on nous dit que ça peut juste être plus efficace. Ça va désengorger le public. Oui, voilà. Mais là, ça c'est l'autre mythe qu'on n'a peut-être pas abordé. Je veux dire, c'est pas parce que tu ouvres des cliniques privées que tu clones de la main-d'œuvre. Les raisons pour lesquelles, dans les hôpitaux, en ce moment, on n'arrive pas à faire de chirurgie, c'est pas parce qu'on manque de locaux, pas parce qu'on manque de blocs opératoires, c'est parce qu'on manque de main-d'œuvre. Si on ouvre des cliniques privées à coût de millions de dollars... Mais vous le dites très bien dans votre livre. C'est ça. Ça se complète pas, en fait. Non, c'est ça, c'est pas complémentaire. Puis quand on analyse l'évolution de la main-d'œuvre publique-privée depuis une trentaine d'années au Québec,
On le voit très bien, là, l'espèce de transfert qui se fait à la faveur de la privatisation des services du public vers le privé. Ça bénéficie à personne, là, en bout de ligne. Mais Anne-Plourde, vous, dans un monde idéal, là, vous sortez le privé du système de santé. Complètement. En tout cas, du moins le privé à but lucratif. Attendez. Donc, on nationalise toutes les pharmacies. Ben, moi, ce que je propose, c'est, dans le fond... Non, mais c'est une bonne question. Ben, moi, j'aurais aucun problème à nationaliser les pharmacies personnellement. L'industrie pharmaceutique, il y a des propositions qui ont été faites au Québec par rapport à ça. Là. Bon, il y a Pharma-Québec, essayer de développer des pôles publics de recherche pour les médicaments. Ça se fait je parle pas des pharmaceutiques, je parle des pharmacies. Je pense que les pharmacies... Les officines. Les officines. Ben, en fait, la proposition que je fais dans mon livre, c'est pour tous les services qui reçoivent du financement public, la condition doit être soit vous intégrez le réseau public, soit vous vous convertissez en organisme à but non lucratif, géré par un conseil d'administration démocratiquement élu et transparent, pour lesquels on a accès aux rapports financiers, etc. Donc, toutes les cliniques privées, y compris la rémunération médicale. Moi, je pense que les médecins devraient être des employés du secteur public. Si vous voulez être financé par le secteur public, vous devez intégrer le secteur public. Parce que tantôt, on parlait sur le travail autonome. C'est des entrepreneurs avec... Il n'y a aucun risque, là. Exactement. Non, la clientèle est garantie, le financement est garanti. Tout ce que vous avez, c'est les avantages fiscaux d'être incorporé. On peut-tu dire ça comme ça, André Bilodeau? Oui, je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la rémunération, sur les modes de rémunération des médecins par des économistes, essentiellement. Il n'est pas clair quel est le meilleur système, parce que les systèmes, quand on met les gens à salaire, il y a une baisse de productivité. Oui, mais ça, je veux dire... Moi, pourquoi on cherche autant le mode de rémunération optimal pour les médecins alors qu'on a 325 000 employés du réseau public qui sont salariés? Je veux dire, pourquoi on aurait besoin d'un mode de rémunération différent pour les médecins, à part parce que on a tellement concentré toutes nos billes sur cette profession-là que là, on est... Mais peut-être qu'on pourrait se poser la question, pourquoi ça nous coûte 33 % plus cher pour la même hospitalisation qu'en Ontario? Peut-être parce que, au fond, l'ensemble, puis ça c'est une autre... Moi, je pense que le problème est beaucoup plus là. Puis je reviens sur parler des cliniques... en tout cas, moi, je connais bien les CMS parce que j'ai fait beaucoup d'évaluations CMS. Puis je vais vous dire... Quoi, CMS déjà? Des centres cliniques médicales spécialisées. Oui. C'est des gens qui font des chirurgies pour le public. Oui. Et c'est tous des patients qui ont été sélectionnés par les hôpitaux qui sont envoyés. Puis je vais vous dire, quand j'ai commencé à faire ça, là, il y a 3 ans, j'ai fait aussi des cliniques privé, là. J'avais un préjugé négatif immense envers ces cliniques-là. Ce que je vois, puis ce qu'on me répète, c'est que il y a des éléments problématiques, puis je suis d'accord avec vous. Il y a des éléments clairement aussi qui pourraient être inspirants pour le système de santé. J'ai reposé la question encore récemment pour la énième fois à une clinique que j'ai visitée. Dans ce cas-là, il faisait des colonoscopies. Le gastro-entérologue, comment vous trouvez ça ici par rapport à l'hôpital? Ben, c'est plus efficace. Il dit, je fais 20% plus de colonoscopies avec le même personnel, sur la même durée de temps. Ben oui, mais là, il y a juste des patients sélectionnés, c'est les mêmes patients. Non, c'est les mêmes patients qu'il fait en clinique externe de l'hôpital. Mais pourquoi? Le 20%, il est où? Je pense... Comment on l'explique? Moi, je pense que ce que je vois, c'est l'idée des circuits courts. Ouais, c'est ça. Okay? Mais ça, c'est pas parce que c'est privé. C'est pas parce que c'est privé. Je dis pas que c'est parce que c'est privé. On pourrait faire la même chose dans le système public. Mais donc, on l'a pas. J'ai dit qu'il y a des choses qu'on pourrait apprendre pour se le réapproprier. Parce qu'il y a quand même un problème, là. Oui, mais puis une chose sur laquelle je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a des problèmes importants là, dans le système public de santé aussi. Là. De par sa structure. Oui, puis moi, je suis pas du tout en train de dire que tout va bien dans le système public puis qu'il y a rien à réparer de ce côté-là. Là. C'est très, très clair pour moi qu'il y a des problèmes graves dans le système public. Je considère, par contre, qu'une partie importante de ces problèmes-là viennent du privé, non seulement de la place du privé occupée dans l'ensemble des services de santé, mais aussi historiquement du rôle joué
par le secteur privé en tant qu'acteur politique, qui a fait beaucoup de pression pour qu'on introduise des méthodes de gestion du privé dans le secteur public, pour qu'on minimise les ressources investies, pour qu'on dégrade les conditions de travail. Puis là, je parle vraiment de lutte du Conseil du patronat, de la Chambre de commerce du Québec, qui ont fait des pressions très fortes sur les gouvernements successifs. Pour rendre le système public inefficace. Sans que ce soit nécessaire. Je veux dire, on ne va pas leur attribuer d'intention, mais objectivement... On a l'impression souvent que depuis longtemps, il y a une espèce de travail de sape de rendre inefficace le public pour faire paraître le privé comme une solution. En tout cas, au niveau des effets, c'est ce qui se passe. Je veux dire, peu importe les intentions de ces acteurs-là, au niveau des effets, c'est ce qui se produit. On se retrouve avec des conditions de travail dégradées, puis avec... Qu'on retrouve pas, on n'a pas parlé vous en parlez dans votre livre, on n'a pas parlé des agences de placement, on n'a pas parlé du financement aussi des CHSLD, des soins aux personnes âgées, vous l'écrivez très bien dans votre livre. Parlons de la télémédecine. Parce que je pense que c'est une thématique qui va popper dans l'actualité. Et vous dites, Anne Plourde, qu'il y a des brèches avec la télémédecine qui sont vraiment inquiétantes par rapport au service public. À quel niveau? Ben là, c'est un peu complexe là, sur le plan technique réglementaire, là, mais disons que... En fait, c'était pas prévu, j'imagine? Non, je pense qu'il y a comme une espèce d'opportunité qui a été saisie à la faveur de la pandémie, là, pour parler très cyniquement de la situation, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu ça qui s'est passé. Il faut comprendre qu'il y a notre système public est bâti sur certaines contraintes réglementaires qui empêchent le développement d'un marché privé en ce qui concerne les services médicaux, donc les services donnés par des médecins. Ces contraintes-là ne s'appliquent pas aux autres catégories professionnelles. D'ailleurs, une des choses que je recommande pour déprivatiser le système de santé, c'est d'étendre ces contraintes-là aux autres catégories professionnelles également. Un exemple de contraintes? Il y a deux grandes contraintes. La première, c'est que les médecins n'ont pas le droit de pratiquer à la fois dans le public et dans le privé. Donc, quand ils sont rémunérés par la RAMQ, ils n'ont pas le droit de vendre des services qui sont couverts par la RAMQ dans le secteur privé. Et la deuxième, c'est que les services qui sont couverts par la RAMQ ne peuvent pas être couverts par une assurance privée. C'est ce qu'on appelle l'interdiction des assurances duplicatives. Fait que, mis ensemble, ces deux conditions-là, ça limite énormément le marché de vente potentielle pour les médecins parce que il n'y a pas tant de clients que ça qui ont les moyens de payer carrément de leur poche pour des services. Puis là, les médecins ne peuvent pas dire je vais arrondir mes fins de mois en allant pratiquer un petit peu dans le public puis en passant dans le privé, en passant moins de temps dans le public. Ils sont forcés de faire un choix qui peut être transgressé de différentes manières. Là. On ne va pas rentrer là-dedans. C'est pas l'hécatombe pour l'instant. Ah non, c'est moins de 3% des médecins qui choisissent de pratiquer privé. Donc, de vendre carrément leurs services à des clients. Puis c'est ça, donc ces fondements-là, ces règlements-là fonctionnent assez bien pour empêcher justement les médecins de quitter le public pour aller pratiquer complètement, pour aller vendre des services dans le privé, alors que pour les autres catégories professionnelles, on parle de entre 9 et 46% des professionnels selon les catégories qui vendent complètement leurs services dans le privé. Les psychologues font partie de ceux qui sont... je pense que la majorité des psychologues vendent leurs services dans le privé. Et la télémédecine, jusqu'à la pandémie, n'était pas couverte par la RAMQ. Donc, les médecins du public ne pouvaient pas en fait faire de la télémédecine dans le cadre du régime public. Et donc, ils avaient le droit de passer du public au privé. Mais jusqu'à la pandémie, c'était un marché assez restreint quand même parce que les gens n'étaient pas tellement... étaient plutôt réticents là, à passer par des plateformes web pour avoir... Et là, la pandémie a tout changé. Exactement. La pandémie a complètement bouleversé la perception des gens face à la télémédecine, a créé un marché énorme et il y a des entreprises qui en ont fortement profité, qui ont engrangé des croissances de revenus assez spectaculaires en 2-3 ans à peine. Et là, en même temps que la pandémie arrivait, le gouvernement, au début de la pandémie, a émis un décret pour permettre aux médecins du régime public pour couvrir les services de télémédecine. C'était une bonne nouvelle que le gouvernement décide de couvrir les services, mais à partir du moment où c'était couvert par la RAMQ, ça devenait interdit pour les médecins du régime public d'aller pratiquer de la télémédecine dans les entreprises privées. Et là, ce que le gouvernement a fait, plutôt que de refermer cette brèche réglementaire-là qui existait auparavant, il a décidé d'ouvrir les vannes et de permettre
aux médecins de faire de la pratique mixte pour la télémédecine et aux assureurs privés de couvrir ces services-là. Et il a passé par voie réglementaire de manière très discrète. Il n'y a eu aucun débat public là-dessus. Ouais. Et les conséquences de ça, il y a deux choses. Premièrement, on pourrait très bien voir le gouvernement juste faire la même chose avec d'autres secteurs, puis éliminer ces contraintes réglementaires-là qui assurent le fonctionnement de notre système public. Mais en plus, c'est que le marché de la télémédecine, c'est pas quelque chose de marginal, là. Depuis la pandémie, c'est des très grosses entreprises. Ouais. Les médecins, en raison de l'absence de contraintes géographiques, là, si on prend seulement 2 de ces entreprises-là, Dialogue et TELUS, ça représente 6 millions de personnes qui ont accès à leur service de télémédecine. Un médecin qui souhaite aller offrir ses services dans un contexte comme ça, il va en avoir là, des clients. Là. Il n'en manquera pas. Là. Donc, il y a vraiment Puis, ça, c'est sans compter tous les enjeux liés à la qualité des services de télémédecine qui sont offerts dans un cadre privé. Il y a des normes là, qui ont été édictées par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la télémédecine dans le réseau public, mais ces normes-là ne vont pas s'appliquer dans les cliniques privées. Je vais vous dire, j'ai des amis libertariens, puis ils vont me dire que la compétition va tout régler. Ah oui? Oui, parce que là, les mauvais médecins qui donnent des mauvais services, les clients vont s'en aller vers les bons médecins. Et ça, c'est la main invisible du marché. C'est sûr, on a l'embarras du choix pour les médecins, on le sait. Hein? On a l'embarras du choix quand il s'agit de trouver un médecin. On termine, il faut le temps file. André Bilodeau, la réforme, la loi 15, la réforme de Christian Dubé, là je vous prends au dépourvu un peu, mais si on résume, j'imagine que vous avez eu le temps de la regarder un peu, est-ce qu'elle est intéressante? Elle est déjà effective? Non, pas vraiment, non, parce qu'en fait, la loi est passée, ils sont en train de constituer le fameux... le Top Gun, là? Le Top Gun, ils vont trouver, mais ils vont surtout instituer, peu importe le Top Gun, la Santé Québec, qui va être l'agence, qui va créer la fameuse notion d'employeur unique. Ça, je pense qu'on a mal mesuré là, toutes les complexités de l'employeur unique là, et l'effet délétère qu'il peut y avoir. Moi, je suis sûr qu'il va y avoir un effet délétère parce qu'on a vu la création des CIS ont vidé les institutions périphériques des CIS pour alimenter les hôpitaux centraux ou les établissements centraux. Il me semble qu'on fait toujours la même erreur. Alors, mais est-ce que c'est des erreurs? Oui, mais moi, je pense que c'est une erreur de conceptualisation ou de culture de l'État. Moi, je pense que ces réformes-là atteignent parfaitement leur objectif. C'est-à-dire? Je pense pas que l'objectif des réformes, c'est d'améliorer l'accès aux services pour la population. Là. Ça serait quoi? Quand on regarde historiquement, ces réformes-là successives sont d'une continuité complète. Limpide. Oui, mais on pourrait dire, comme André voulait le dire, peut-être, c'est qu'on est toujours dans le même tunnel. Dans le tunnel de concentrer, d'augmenter les contraintes plutôt que d'augmenter la responsabilisation. On passe à côté des problèmes majeurs. La centralisation, à mon avis, c'est l'élément le plus défavorable. Parce que je vous ai dit tantôt, j'ai l'impression que ce qui est efficace, puis on le voit, je reviens encore, je m'excuse, mais sur l'Allemagne, il n'y a pas de grand réseau, c'est des petits hôpitaux, des petites organisations locales, organisées avec leur propre conseil d'administration. Ils ont une structure assez particulière où les parties prenantes sont participantes à la gouvernance. Mais les circuits courts de décision, que ce soit pour nettoyer le gastroscope ou pour décider de l'achat de quelque chose ou pour une décision, moi, je pense que ça, c'est important. Puis on est en train de faire complètement le contraire. Il n'y a pas non plus cette fameuse base de recréer la première ligne basée sur la responsabilité. Je m'excuse. Pour moi, la responsabilité populationnelle, on met les bonnes ressources, on met le bon nombre de personnes, parce qu'on dit on est capable de prendre les 20 000 médecins puis de les répartir. On les rend responsables de prendre en charge cette population-là. Alors ça, on est passé à côté. C'était un peu l'idée qu'il y avait initialement en arrière de l'idée des CLSC. Exactement. Donc, on est aussi passé à côté de cette question. Est-ce que la Révolution tranquille, moi je l'ai déjà dit ici, là, j'ai cette impression-là que c'est une parenthèse dans ce qu'on est collectivement, là, et la création de la commission Castonguay-Neveu et la création des CLSC, ça fait partie de cette parenthèse-là. Est-ce qu'on est collectivement capable de gérer des systèmes comme ça? Puis là, je regarde l'éducation, je regarde la santé, je regarde... Bon, puis là, on a un passé catholique avec une structure sociale
Puis ça fait pas si longtemps. On a l'impression que ça fait longtemps là, qu'on a mis ça de côté, le catholicisme. Ça fait pas longtemps là, sur une période historique. Puis des fois, je me demande si on n'est pas... Puis tu sais, le catholicisme, ça implique aussi une hiérarchie très forte avec un clergé. Bon, et des gens qui réfléchissent pas beaucoup à la base. On leur demande pas beaucoup. On permettait même pas aux gens de lire la Bible. Je sais qu'on n'est pas dans le religieux avec la santé, mais reste que j'ai l'impression que des fois, il y a des reliquats de cette organisation sociale qu'on n'a pas encore mis de côté, qui font en sorte qu'on a de la difficulté à voir autre chose. J'ai vraiment envie de répondre à ça. Là. Je sais pas si vous voulez. Vas-y, j'irai après. Peut-être que je me trompe là, dans mon intuition. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est capable collectivement de gérer. Justement, on est capable si on redonne du pouvoir démocratique à la base. Puis ça, on l'a déjà... c'est pas arrivé souvent. Non, effectivement, c'est pas arrivé souvent, mais on l'a déjà fait. Puis la raison pour laquelle c'est plus comme ça, c'est pas parce qu'on n'était pas capable. Ouais. On le faisait très bien. C'est parce qu'il y a eu des pressions politiques très fortes qui sont venues, notamment du milieu des affaires, qui n'étaient pas tellement d'accord avec la démocratisation des services, qui n'étaient pas tellement d'accord avec le fait que la population ait des lieux de pouvoir pour défendre l'intégrité de ses services publics. Puis ça, j'invente pas ça. Non. On le voit dans les archives du mouvement du milieu des affaires. Puis on est encore là-dedans? Ah, ben, écoutez, savez-vous, c'est qui le seul groupe qui s'est prononcé en faveur de la réforme Barrette en 2015? Il y a à peu près personne. La Chambre de commerce. La Fédération des chambres de commerce du Québec. Je veux dire, le secteur privé se présente comme des parangons de la bonne gestion, circuit court, décentralisé, petite business. Mais quand il s'agit du système public, c'est pas ça qu'on veut là, dans le système public quand on est du point de vue du milieu des affaires. Puis la raison est assez simple. Hein? On a nationalisé le système public de santé contre la volonté du milieu des affaires. Et dès le lendemain de cette réforme-là, ils voulaient reprivatiser les services. Mais sur le terrain, dans chaque CLSC, dans chaque CHSLD, dans chaque hôpital, il y avait des conseils d'administration avec une population qui était là, qui était mobilisée, qui était au courant de ce qui se passait. Non, ça a duré de nombreuses années quand même. Ça date, la fin de ça, là, c'est le début des fusions au début des années 2000. Là. Ah ouais, OK, quand même. Mais il y a quand même, dès le milieu des années 70, on a commencé à diluer ça, mais pendant longtemps, ça a été vraiment... C'est une lutte de classe. Ben, à mon avis, oui. À mon avis, oui. Puis quand je dis que les réformes atteignent leur objectif, c'est ce que je veux dire. Je pense que... Puis ça aussi, je l'explique dans mon premier livre, Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé. C'est pas une question de complot entre les élites politiques et les gens d'affaires. C'est une question de structure, la manière dont notre société fonctionne. Ça donne... le système capitaliste donne énormément de pouvoir, d'influence politique à ces groupes-là qui ont été capables de faire des pressions avec succès sur les gouvernements pour que des réformes successives soient faites dans leur intérêt, mais certainement pas dans l'intérêt de la population. Ben moi, je pense que tu as dit quelque chose qui est intéressant, puis j'avais jamais réfléchi ça comme ça, mais ça me frappe. Là. Au fond, il y a récemment, il y a quelqu'un qui a écrit un livre pour dire que les pays catholiques résistent mieux au mouvement woke que les pays protestants. Mais il y a quelque chose que je retiens de la différence entre les deux. La notion de la politisation du domaine public est plus prégnant dans les anciens pays catholiques par rapport aux pays protestants. Probablement à cause de cette structure-là que l'Église catholique a de façon différente de l'ensemble des églises protestantes. Les églises protestantes sont beaucoup plus décentralisées. Il n'y a pas de pape la plupart du temps. Ils ont le chapitre local est beaucoup plus puissant. Donc, ce qui me frappe, moi, de la manière de gérer le système de santé au Québec par rapport à ce que j'ai vu ailleurs, c'est la politisation du système de santé. Le système de santé, ses réformes, ses changements, sa gestion est devenu un instrument politique où le ministre répond en chambre à des questions de détails qui se passent dans n'importe quel hôpital. Qui va laver la bassine? Exactement. En éducation, c'est pareil, là. Oui. La micro-gestion. Mais ça, c'est vraiment... Puis j'ai déjà eu une discussion avec le leader d'un parti politique sur cette question-là. La personne me demandait qu'est-ce qu'on devrait faire. Je pense que j'ai un peu vendu la... Non, OK. La personne me demandait... Leader politique. Oui, j'ai utilisé... En tout cas, m'a demandé qu'est-ce que... la première chose, il faut changer la culture politique. Il faut donner du pouvoir aux gens sur le terrain.
arrêter d'intervenir. Ouais. Tu sais, je reprends toujours comme exemple, dans l'hôpital où j'étais en Ontario, il nous est arrivé une des pires histoires qu'on pouvait arriver. On a une comptable qui a perdu une clé USB sur laquelle il y avait les données personnelles de 30 000 patients. Eh boy. OK? Eh boy. Jamais le ministre en chambre à Queen's Park a répondu à cette question, à cet élément-là. Ouais. En fait, quand il a été questionné une fois ou deux, il a répondu « Allez voir le président directeur général de l'hôpital, c'est son problème. Ah ouais. Tu vois-tu la différence? Alors que là... Alors qu'ici au Québec, le ministre aurait demandé de gérer toutes les clés USB à partir de maintenant. Exactement. Mais je pense que ça vient du fait que le ministre, c'est le seul élu démocratique qui reste dans le réseau de la santé. Ouais. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on dépolitise en haut si on redémocratise en bas. Ouais. Parce que ça prend des gens à qui rendre des comptes. Puis je pense que ces gens-là devraient être en bas. Ils ne devraient pas être en haut, les gens qui ont rendu des comptes dans le réseau de la santé. Absolument d'accord avec vous. Puis il faut aussi donner plus d'autonomie. Mais puis pour ça que je trouve que la question de la structure a quand même l'intérêt, c'est qu'au fond, on parle du privé, on revient sur le sujet, mais si on pense que, parce que c'est comme ça en Ontario, les hôpitaux ne sont pas des propriétés du gouvernement. Ce sont tous des OBNL. Ah Okay? ouais. Ils sont sous une loi particulière qui les crée, mais ce sont des OBNL avec leur propre conseil d'administration. Les conseils scolaires sont aussi dans la même structure. Ils ne se sont aussi, pas... ça a été aboli, c'est aussi. Là, exact. Ils ne sont pas les partis... CPE ici oui. sont comme ça. Les CPE, c'est comme ça ici. Ouais. Mais ils ne font pas partie de la structure. Donc, il y a moins d'interventionnisme. Ouais. OK? Et il y a plus de solutions, puis je reviens, il y a plus de démocratie locale qui peut se jouer. Mais remarque, à mon avis, c'est vrai aussi même en affaires municipales. Oui. Le gouvernement du Québec a moins confiance dans les municipalités qu'on peut le voir ailleurs. C'est une créature du gouvernement provincial, les municipalités en plus. Oui. Sur le plan... Mais après ça, tu peux les traiter aussi d'une manière ou d'une autre différente. Sur le plan législatif, elles le sont. Elles le sont. Alors pourquoi les traiter autrement? Voilà. Bon. Hey, c'est passionnant. Vraiment, merci. On parlait de Top Gun tantôt. On en avait deux ici, Top Gun. Unplugged. On lit votre livre, évidemment, Santé Inc. Mythes et faillites du privé en santé. André Bilodeau, je vous connaissais sur Twitter. On s'est rencontrés en personne. Je suis vraiment content que vous soyez venu. Vous avez accepté de venir. Vous allez dans le Rolodex de la balado. Les plus vieux vont savoir de quoi je parle. Pour peut-être, et avec Anne aussi, on refera une discussion. On va regarder la réforme du B aller et on va voir. On va s'en reparler. Dans un an, faisons un épisode bilan. Merci vraiment beaucoup. Merci. Merci. Voilà ce qui conclut ce 29e épisode. C'était passionnant. Merci Anne Plourde. Merci André Bilodeau pour cette discussion approfondie sur le système de santé, cette réflexion. On va peut-être les retrouver dans un an, comme on le disait à la fin. On va regarder ça évoluer. On va terminer en musique, bien sûr, avec... une chanson d'un groupe que je redécouvre avec beaucoup de plaisir. Je suis allé au Salon du collectionneur la semaine dernière à Saint-Hyacinthe. J'ai traîné ma blonde et Miville. Miville n'est pas difficile à traîner dans ces endroits-là. Les marchés aux puces, ils aiment bien ça parce qu'il y a toujours des kiosques avec des vieux Marvel, des vieux jouets qui sont évidemment souvent trop chers, puisque de collection, mais ça le fascine toujours. C'est un bon public pour les marchés aux puces et les brocantes. Là, c'est un salon du collectionneur. C'était comme un niveau plus élevé que le marché aux puces. C'était vraiment des gens où les kiosques étaient classés par thème. Il y avait vraiment de tout. Beaucoup, évidemment, de cartes de hockey, cartes de sport, magazines sportifs des années 60, 50, 60, 70. Ça m'interpelle moins. J'ai déjà aimé ça, les cartes de hockey, quand j'étais plus jeune, mais je les ai toutes données. J'ai donné au suivant, comme dirait Chantal Lacroix. Il y avait bien sûr beaucoup de kiosques de vente de jouets vintage, là, années 50, 60, 70. Beaucoup de trucs Star Wars, des personnages des années 70 dans leur emballage d'origine. Ça aussi, je suis moins preneur. Mais il y avait beaucoup de vinyles aussi. Et ça, je suis toujours bien intéressé. Puis là, je suis tombé sur plusieurs bons kiosques. Contrairement au marché aux puces, il y a beaucoup la même affaire, là, des vieux disques de Noël de Lucien Dessus, puis des affaires comme ça. Là, c'était vraiment intéressant et pas trop cher. Et là, je suis tombé sur une talle d'albums de Talking Heads. Moi, j'ai le premier en vinyle. Je connais bien sûr les gros succès des années 80, là, les succès qui ont joué à la radio. J'ai jamais
capoté tant que ça sur Talking Heads, mais là, et ça c'est la beauté des vinyles, c'est que là, on se met à acheter des trucs qu'on n'écoute pas vraiment sur les plateformes. Moi, c'est un peu ça ma règle. Alors, les Talking Heads, ben, j'avais le premier album, évidemment, dans ma discothèque avec Psycho Killer, mais tu sais, c'est pas un album que j'écoute tant que ça. Mais là, je suis tombé sur un kiosque où ils avaient à peu près tous les albums de Talking Heads. Alors, j'ai acheté Remain in Light, j'ai acheté le dernier qui est Naked, avec la pochette du chimpanzé, qui est sûrement une des plus belles pochettes d'albums de tous les temps. Et j'ai acheté Fear of Music, que je connaissais de nom seulement. J'avais déjà entendu Live During Wartime, parce qu'il y a là-dessus Izimbra, mais j'avais jamais porté attention à la musique des Talking Heads. Ça m'avait jamais rejoint tant que ça. Je trouvais ça froid, je trouvais ça un peu... je trouvais que ça voulait groover, mais que ça groovait pas tant que ça. Et là, cette semaine, j'ai dévoré les albums, je n'écoute que ça. Je pense que j'étais prêt. Je pense qu'il faut être éventuellement prêt à écouter la musique de David Burns et de ses comparses. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Et c'est une des chansons de ce 3e album studio de Talking Heads que je vous offre. La chanson Memories Can't Wait, que je connaissais déjà sans le savoir parce que le groupe Living Colour l'avait déjà reprise, mais moi je pensais que c'était une chanson des Living Colours. Et c'est drôle parce que cette semaine aussi, je voyais passer l'annonce qu'ils seront à Montréal. Je pense que c'est pour Heavy Montréal, le festival de Heavy, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas juste du Heavy, mais ils sont en première partie de Extreme. Extreme qui nous avait offert, rappelez-vous, la chanson Modern World. Bon, alors, je pense pas que je vais aller voir Extreme. Je trouve ça un peu cher comme prix d'admission pour juste aller voir la première partie. Mais ça m'a donné l'idée de vous offrir cette chanson-là, donc Memories Can Wait. Et c'est drôle parce que ça rejoint un peu un truc qui est sorti dans l'actualité, qui concerne un ami de la balado, Éric Bédard, l'historien, qu'on a déjà entendu à quelques fois ici, qui va piloter le nouveau projet de musée de l'histoire nationale du Québec qui remplace l'espace bleu qui était prévu, je pense, dans la ville de Québec, de ce que je comprends. Ces espaces bleus qui ont été abandonnés, une des autres promesses de ce gouvernement qui ont été abandonnées. C'est drôle parce que cette semaine, Geneviève Guilbeault disait que le transport collectif, ce n'était pas une mission de l'État, évidemment. Quand vous avez un gouvernement qui est ancré dans des valeurs des années 60, le transport collectif, c'est comme une incongruité. Mais je me disais, on regarde ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont au pouvoir. La CAQ, il n'y a pas grand-chose, en fait, qu'ils sont capables de bien gérer, visiblement. Mais je pense que le transport collectif, c'est une mission de l'État, évidemment. Comme la santé. On en a parlé tantôt. Donc, Éric Bédard s'est annoncé, ce sera celui qui va diriger ce nouveau musée qui est bien sûr en continuité avec cette idée de nationalisme identitaire, de créer un récit national à partir de faits historiques. On salue Maxime Laprise qui devait être bien content aussi de cette nouvelle. Et j'ai reçu un autre auditeur m'a écrit pour m'envoyer des messages qu'il a reçus lui-même. Il est un peu dans ce milieu-là, histoire, muséologie, et il m'a envoyé un message de quelqu'un qui a travaillé sur l'espace bleu. Je vais vous lire le message parce que je pense que ça mérite attention. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que le musée de la civilisation avait déjà fait pour cet espace bleu. La conceptualisation des expositions était très avancée. Le musée avait fait de grandes tournées régionales et organisé plusieurs rencontres avec de nombreux acteurs d'importance du développement régional. L'argent et le temps engloutis par ce projet avorté sont incroyables. J'ai beaucoup d'empathie aujourd'hui pour les équipes du musée qui ont travaillé d'arrache-pied pour livrer une commande politique en forme de patate brûlante qui finalement leur glisse entre les doigts. On le savait dès le début que cette idée d'espace bleu, c'était un petit jouet du nationalisme identitaire de façade que la CAQ aime donc mettre de l'avant, parce que quand c'est le temps de loger les gens, quand c'est le temps de les soigner, quand c'est le temps de les éduquer, oups, ça on est moins là. On l'est avec des grands principes, mais on met des gens comme Bernard Drinville qui, visiblement, ne fait qu'accuser les immigrants ces temps-ci pour tous les maux de l'école publique. Mais on met des énergies pour créer un récit national, pour satisfaire l'anxiété collective que plusieurs de nos compatriotes entretiennent. Alors voilà, je sais qu'Éric écoute la balado. J'imagine qu'il sera plus ou moins d'accord avec, avec mon idée de ces patentes à gosses nationalistes de musées nationaux, d'histoire nationale. Il viendra sûrement nous en parler, mais je trouvais ça important de vous lire ces messages-là de gens qui travaillent sur le terrain. Je pense que Simon Jaudoin en a déjà parlé aussi dans une chronique il n'y a pas si longtemps, au 15-18. Tout le travail qui a été fait
sur cette idée qui était déjà pas bonne à la base, mais les gens ont travaillé de bonne foi. Dans les régions aussi, et là, on centralise encore tout ça, et c'est encore une décision qui vient d'en haut. On fait un virage à 180 degrés. C'est vraiment déplorable, puis ça a dû coûter des millions et des millions et des millions, et je pense que ça serait intéressant que des gens comme Thomas Gerbet s'y intéressent éventuellement, que le journalisme d'enquête mette son nez là-dedans, parce que je trouve que le nationalisme québécois, là, identitaire, en tout cas, il commence à coûter pas mal cher, puis il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait régler avant de absolument construire de façon tout à fait arbitraire un récit national. Alors, visiblement, pour le nationalisme identitaire, donc, la mémoire ne peut attendre. Memories can't wait. Bonne semaine tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. There's a party